Il ressemble à un planeur, mais il est bien plus redoutable. Discret et endurant, le drone est devenu l'outil indispensable des guerres modernes. On le retrouve sur tous les terrains de conflit dans le monde. L'armée française s'est équipée de drones Reaper de fabrication américaine, mais elle manque de personnel pour les faire voler. Le fuel de cet appareil, c'est la ressource humaine. Donc en fait, il faut qu'on puisse mettre des équipages à l'intérieur pour que l'avion soit en mesure de faire sa mission. Pour recruter les 100 pilotes dont elle aura besoin d'ici 2030, elle a lancé une formation accessible avec un simple bac. On a des jeunes qui peuvent arriver chez nous et être déployés en opération extérieure alors qu'ils n'ont que 21 ou 22 ans. Initialement, les drones étaient dédiés au renseignement et à la surveillance. En 2019, la France a décidé de les armer. Niamey, au Niger. Cette base aérienne est le seul théâtre d'opération français où sont déployés les drones. 3 Reapers se relaient au-dessus du désert à la recherche de groupes terroristes. Être envoyé ici est une consécration pour tout pilote de drone. Mathis est le plus jeune d'entre eux. Il fait partie des premiers à avoir suivi la nouvelle formation de l'armée. Il a tout juste 24 ans. On a tous des pseudos dans l'armée, souvent liés au nom de famille, mais pas forcément. Le mien, c'est Arte. Je fais partie des gens qui regardent beaucoup les documentaires Arte. Mathis se rêvait dans les airs. Il n'aurait jamais pensé devenir pilote de drone. Après mon bac, je voulais une expérience militaire, mais je me trouvais un peu trop jeune. Du coup, je me suis orienté vers un domaine qui me plaisait, qui me plaît toujours, la psychologie. J'ai fait une licence. Et ensuite, avant mon master, j'ai fait les concours pour intégrer l'armée de l'air en tant que pilote. Ils ont demandé qui était intéressé pour être pilote de Reaper. J'ai levé la main. La commission a décidé. Et suite à une deuxième semaine de sélection, j'ai été définitivement pris pour faire ce métier. Sur cette base de 1500 personnes, une trentaine d'officiers seulement se dédient au drone. Le rythme pour Mathis est intense. Chaque jour, il pilote le Reaper pendant 6 heures. Une mission préparée en amont avec le reste de l'équipage. Au niveau tactique, donc on aura 2 tempos. Je vous rappelle le premier tempo de 15h30 Zulu à 17h30, donc une mission d'appui direct au profit des troupes au sol qui doivent faire un ratissage de l'oued. Et ensuite sur un tempo 2 de 17h30 à 20h30 Zulu, une mission de renseignement dans la profondeur, 80 nautiques à l'ouest de cette première zone de travail. Arte, est-ce que tu peux me faire un point sur la météo? Ouais. Au niveau de la météo, sur notre zone de décollage et d'atterrissage, le vent est calme, ne sera pas facteur. Par contre, on a une baisse de visibilité dans la journée à cause des vents de sable. Donc ce sera surveillé pendant la mission si jamais on doit faire un retour anticipé. Ce qu'on sait de la zone, c'est que c'est une zone refuge des groupes armés terroristes. Et c'est généralement une zone où ils se reposent avec leurs campements familiaux et également une zone de nombreux pôles logistiques, notamment cette oued où on va travailler aujourd'hui. C'est parti. Au Niger, les drones décollent toujours avec 2 bombes de 250 kg situées sur les côtés. C'est à Mathis de s'assurer du bon état de l'appareil. Alors, IRDOM propre en bon état. Ouais. Girouette libre en rotation. Ouais. MAU bien fixé, code PRF. UT. Ouais. Les gouvernes fonctionnent 2 à 2. Elles sont bien fixées. Au Sahel, les drones français ont largué 181 bombes en 3 ans. C'est plus d'une par semaine, plus que les avions de chasse. Ici, la mort se donne avant tout à distance. Et à l'arrière sur 5. Lanière d'arrière bien reliée au point fixe arrière gauche. Ouais. Sécurité, levier d'ouverture, empennage retiré. Ouais. La sécu fusée retirée, 14 instantages. Ok, c'est bon pour moi, merci. Mathis va piloter depuis ce conteneur, un cockpit à distance climatisé, mais sans fenêtre.
Les pilotes de chasse et hélicoptères de transport, ils vont avoir les effets du vol. Nous, ça va plutôt être dans la durée, donc le corps fatigue différemment. Mentalement aussi, on fatigue différemment et ça demande une certaine résilience sur le long terme pour prendre les bonnes décisions en équipage. Le choix de devenir pilote de drone, Mathis l'a fait ici, à Tours, dans cette base aérienne, cœur des recrutements de l'armée de l'air. Ces jeunes, dont Maud, 23 ans, rêvent de piloter des Reapers. Ils viennent de toute la France pour suivre la dernière ligne droite des sélections. Au programme, des tests psychologiques et une épreuve pratique. Maud ? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez rentrer, on va débuter le... Je me suis présentée l'année dernière aux sélections pilotes de l'armée de l'air. Mais à ce moment-là, on m'a proposé de venir faire pilote à distance. Pilote de drone, un métier écorné par les bavures américaines en Afghanistan. L'armée cherche à en redorer l'image et fait miroiter aux yeux des candidats le rêve Top Gun. Le lieutenant-colonel Alexandre a piloté des Mirage 2000 avant de se former à la psychologie. Il assure aujourd'hui les entretiens de motivation. Vous pouvez avoir des candidats très jeunes, qui ont 18 ans, qui ont une grande maturité. On va aller sonder un petit peu cette maturité pour être sûr que cette maturité va leur permettre de bien vivre les contraintes du métier et les spécificités du métier. Pour les pilotes à distance, on a déduit un certain nombre de critères que nous allons mesurer en entretien. Et ces qualités-là, vous en doutez que le travail en équipe est important. Après, le reste, je les garderai pour moi, sinon les entretiens vont tous être formatés. Maud sera restée plus d'1 heure avec le psychologue. Les questions étaient pas compliquées, c'était vraiment plus sur nous. Franchement, c'était des questions quand même sur les drones et sur l'escadron, mais c'était très vague et pas trop précis. De temps en temps, il poussait un petit peu, par exemple. Vous avez pensé à délivrer de l'armement ? Oui. D'accord, vous en pensez quoi ? Les candidats ont tous réfléchi à cette question, dilemme éthique de la guerre moderne. Ils devront abattre une cible à distance, derrière un ordinateur. Leurs réponses sont plus ou moins assurées. C'est tout nouveau d'avoir à gérer de l'armement. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai bien compris. On a été quand même renseigné sur le métier de pilote de drone. Moi, je me suis renseigné aussi sur ce que c'était l'armement, dans quelles conditions on délivrait l'armement. Et quand c'est pour neutraliser un groupe terroriste, un point de silo-aérienne, oui, c'est utile parce que c'est peut-être des personnes qui auraient tué des militaires français quelques heures plus tard. Donc, Ça pourra arriver de donner la mort, oui. Mais le terme, il est pas ouais, elle est peut-être pas top. de neutraliser une cible. En coulisses, l'officier de communication veille. Sa présence à tous les entretiens aseptise les propos. Oui, ça pourra arriver d'arriver à neutraliser une cible dans le dernier recours si toutes les autres solutions ont été épuisées. Mais toujours en se disant que c'est un objectif militaire, qu'il y a eu un certain nombre de renseignements qui ont été menés en amont pour arriver à cette conclusion-là. Si on devait en arriver là, c'est qu'il y a une vraie raison et qu'elle est inévitable. Premier contact avec les contraintes de la vie militaire pour ces jeunes qui ont parfois seulement un bac en poche. Maud, elle, est en master d'agronomie, mais elle a toujours voulu s'engager dans l'armée. Mon envie de devenir militaire, c'est, on va dire, manifesté quand j'avais 15-16 ans. Mon père, il a fait les chasseurs alpins. Après, il a arrêté et maintenant, il n'est plus du tout dans l'armée, mais il a fait ça et il en garde que des bons souvenirs. Et donc, il nous racontait des petites histoires de temps en temps, c'est plutôt sympa. Même s'ils ne voleront pas, Maud et ses camarades doivent être à l'aise dans un vrai avion. Ils sont soumis à l'épreuve clé des pilotes de chasse, le simulateur. Vous me suivez, s'il vous plaît. Alors, vous avez un petit morceau de moquette, c'est fait pour poser le pied dessus. Vous laissez glisser à l'intérieur, et une fois à l'intérieur, j'enlève le moquette. Okay. Allez-y.
Donc je ferme la visière et je vous reprends en liaison radio. D'accord ? À tout à l'heure. Vous m'entendez ? Ouais, c'est impressionnant. Allez, j'ai déverrouillé les freins cabine et c'est parti. Bon test, à tout à l'heure. Maud n'a jamais pris les commandes d'un avion. Mais aujourd'hui, elle doit montrer qu'elle sait à la fois tenir un manche et faire du calcul mental. Les pilotes de drone doivent savoir diviser leur attention. Ils sortent de cette épreuve qui dure 20 minutes avec pas mal de sueur et pas mal de fatigue parce que c'est très éprouvant. Ce qu'on va analyser spécifiquement chez les pilotes de drone également, c'est leur finesse au manche, puisqu'ils vont principalement utiliser un manche. Et donc on va vraiment analyser cette partie-là pour être sûr qu'ils aient une certaine stabilité au travers de ce pilotage du manche. Bonne nouvelle. Quelques mois plus tard, Maud apprend qu'elle a réussi les sélections. Ça va être sympa. C'est quand même un peu un nouveau départ, donc c'est chouette, c'est palpitant, mais c'est stressant. Un parcours de 3 ans latent avant d'être opérationnel. Il commence ici, à Salon-de-Provence, à l'école des officiers de l'armée de l'air. La jeune fille découvre le monde militaire, son ordre et sa discipline. Première étape, laisser sa féminité au placard. Peut-être que j'enlève mon petit chou. Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Je viens de capter que j'avais oublié d'enlever mon boucle d'oreille et tout. La cohésion qu'il y a au sein de l'armée, je trouve ça très fort. T'as besoin d'aide ? Ouais, vas-y. L'esprit de solidarité qu'on peut créer avec d'autres personnes qu'on connaît pas forcément au début. Au final, ça crée des liens qui sont très très forts. Je vais t'aligner la prochaine fois. Allez, dans l'aide de colonnes, base de 3, déboîte derrière moi. Au début de leur formation, les futurs pilotes s'entraînent ensemble, quelle que soit leur spécialité. Ce matin, c'est le moment que Maud et ses camarades attendent tous. La remise du pactage, 40 kilos d'habits, comme une seconde peau. Contente ? Profite parce que tu peux pas la reporter tout de suite. Tout bon ? C'est tout bon. Pas trop long au niveau des manches, ça va ? C'est la bonne. C'est la bonne. J'en ai rêvé, quoi. Ça fait longtemps qu'on la voit, cette combi, et je pense que mes collègues, c'est pareil. Et ça fait plaisir de l'essayer, quoi. Une tenue de pilote de l'air, mais pour une pilote de drone. Maud n'y voit aucune contradiction. Pour moi, c'est le même métier. Je pense qu'on ressent quand même la même chose. C'est pour protéger des civils, c'est des missions importantes. Avant d'atteindre son rêve, Maud doit d'abord devenir soldat. Course d'orientation, endurance, elle apprend à surmonter ses peurs et à travailler en équipe. De la force dans les doigts ? Bien sûr qu'il a de la force dans les doigts. On nous a dit de les boucler, mais du coup, il est trop bouclé. Non, jamais on vous dit de le verrouiller jusqu'au bout. C'est en fait, vous verrouillez jusqu'au bout. Une fois que vous arrivez à l'arrêtoire, clac, un petit quart de tour. Moi, c'est pareil, s'il vous plaît, je l'ai trop serré, je l'avais pas. En même temps, vous avez des doigts faits pour des claviers, les gars. Ça fait 2 mois qu'on est en formation, là. On a fait pas mal d'apprentissage militaire, de marche, d'aguerrissement un petit peu. Ce qui est dur surtout, c'est la fatigue qui s'accumule un peu au fur et à mesure des jours. Des moments où on ne dort pas trop. Et si sur un terrain extérieur, on a besoin de sortir du rôle de pilote, il faut qu'on soit capable d'être militaire et de pouvoir aller n'importe où, se déplacer, peut-être faire 80 km, descendre une falaise si on en a besoin. Il faut qu'on sache le faire. C'est pas forcément quelque chose qu'on fera, mais c'est bien de le savoir. Ton camarade en bas, il est prêt. Tu n'as plus qu'à descendre. Je le tire Tu n'as pas besoin de tirer, il est prêt. Ok. Ouais, va pas te mettre dans le buisson, décale-toi un peu sur la gauche. Son sac de 40 kilos sur le dos, Maud se lance vers l'inconnu. La formation post-bac est encore récente. Seulement 5 pilotes l'ont suivie avant elle. Maud est la première femme.
De retour à la base, elle rencontre Valentin. Il est plus avancé qu'elle dans sa formation et Maud espère qu'il pourra l'éclairer sur la suite du cursus. Valentin se rêvait pilote de chasse. Il sera pilote de drone. Ton parcours avant d'arriver là, t'as fait quoi? Donc j'ai fait toute la première partie de la formation ici. Donc je suis passé par toutes les étapes d'un pilote d'avion. Pourquoi t'as changé pilote à distance? Pourquoi t'as pas pris plutôt pilote d'hélico? Je me mettais beaucoup trop de pression en vol. J'arrivais plus et je faisais des vols qui n'étaient pas de bonne qualité. Donc j'étais dans une espèce de spirale et j'ai décidé effectivement d'arrêter et de m'orienter vers pilote de drone. Ok. Mais Valentin ignore encore tout de son nouvel appareil. Quelques mois plus tard, c'est à Cognac qu'il va découvrir les Reapers. Cette base aérienne, initialement dédiée à la formation des pilotes de chasse, est la seule aujourd'hui en France à accueillir les drones américains. L'armée a du mal à recruter ses futurs pilotes, alors elle soigne ses nouvelles recrues. Valentin est accueilli par le lieutenant-colonel Juliette, en personne, commandante de l'escadre dédiée aux Reapers. Aspirant Valentin, ED 133 Belfort, à vos ordres, colonel. Très bien, mettez-vous au repos. Valentin, ton nouvel avion, d'accord, oui. Drone MQ-9 Reaper, fabrication américaine. Ok, donc quand même une belle machine, hein, ça fait quasiment 20 mètres d'envergure, 9 tonnes. On fait du renseignement et on est armé. C'est deux capacités principales du MQ-9 Reaper. Très bien. La formation d'un pilote à distance, c'est entre 2 ans et demi et 3 ans, voilà, avant de pouvoir être projeté en opération extérieure. Pour former un pilote de chasse, on le forme sur plusieurs machines différentes. C'est forcément un petit peu plus long. L'avantage de Valentin, c'est qu'il va être formé quasiment directement sur son avion. C'est hyper intéressant de faire partie de cette aventure, de cette montée en puissance en fait, du drone Reaper. Valentin découvre son futur bureau, la fameuse boîte noire depuis laquelle il dirigera l'avion. Franck, son instructeur, est un ancien pilote de Mirage F1, reconverti à la guerre à distance. Bon, ben vas-y, installe-toi. Donc on a déjà présenté un petit peu, donc ça c'est le poste pilote, le pilote à distance, et puis donc tu auras à ta droite l'opérateur capteur, donc qui lui mettra en œuvre tout ce qui est boule optronique, la caméra de l'avion. Ouais, alors il y a beaucoup d'écrans, il y a beaucoup de choses à apprendre encore, ça donne envie et ça rajoute encore de la motivation par-dessus celle qu'on a déjà. Un univers exigu, entièrement numérique et coupé du monde. Ce décor n'a plus rien à voir avec celui que Franck a connu. On est dans un cockpit qui n'a pas de fenêtre, on n'est pas sous une verrière, donc tous les paramètres vont être essentiellement visuels avec quelques alarmes sonores, mais c'est un peu la grosse difficulté du système de drone, c'est que tout va passer à travers maintenant des écrans informatiques et on n'a plus du tout de notion de sensation effectivement comme on peut l'avoir sur une aviation habitée. C'est pourtant depuis ce cadre totalement virtuel que Valentin devra, un jour, faire feu sur des cibles bien réelles. Comment tu appréhendes le fait, toi, en tant que Valentin, d'un jour devoir abattre une cible à distance? Devant la hiérarchie, la réponse s'est formatée. On est bien préparé pour ça, la formation est bien faite et nous donne beaucoup d'autonomie et c'est avec ça qu'on prend aussi également beaucoup en maturité en fait, avec cette formation. Donc finalement, quand on arrive en mission, c'est qu'on est prêt en fait. On est prêt. De longues heures d'entraînement attendent Valentin. D'ici 8 mois, il devra guider seul l'appareil. Le soir, il retrouve le reste de sa promotion à l'extérieur de la base. On a pas mal ça. La formation est assez intense. Allez Baptiste. Donc ça fait du bien de s'aérer l'esprit et de sortir de son lieu de travail en fait. Pour tous, devenir pilote était un rêve d'enfant. Sans la technologie, ils auraient été recalés.
J'avais quand même tenté ma chance pour être pilote en me disant que certes la chasse ça passerait pas, mais peut-être le transport, effectivement j'avais été pris. Mais après quand j'ai appris que de toute façon la myopie ça passerait pas et que je suis reparti en drone, j'étais quand même hyper content parce que j'allais rentrer dans l'armée de l'air, j'allais devenir pilote à distance, donc c'était quand même une grande fierté. Il y en a pas beaucoup qui passent par là. Où j'ai appris que j'avais une scoliose et puis là-dessus forcément grosse remise en question, c'est ok qu'est-ce que je fais? On me proposait le drone que je connaissais encore pas tellement et je crois que je me retrouvais vraiment dans mes envies et dans mes motivations. Grâce au drone, l'armée ouvre plus largement une voie jadis réservée à son élite. Mais le Reaper reste encore peu connu du grand public. Michael, 22 ans, est en fin de formation à Cognac. Quand il retrouve ses amis dans la vie civile, son métier intrigue. C'est vrai que quand on parle de pilote de drone, les gens pensent petit drone avec une petite télécommande, mais je leur fais comprendre en gros que c'est pas juste un petit jouet. Du coup, si tu les pilotes à distance, t'es amené à partir ou tu restes... Ouais, carrément. En fait, en France, ici, on nous fait partir en opération extérieure. Comme ça, on rentre pas chez nous le soir, non. Ouais. Au moins, on est dans le même environnement pendant toute la durée de l'opération, contrairement aux États-Unis. Michael pourrait piloter le Reaper au Sahel depuis la base de Cognac. Techniquement, c'est possible. Les appareils américains en Afghanistan étaient contrôlés depuis les États-Unis. La France, elle, choisit d'envoyer ses pilotes au plus près des théâtres d'opération pour les confronter un minimum aux réalités de la guerre. Mais avant d'être déployé, une dernière étape attend Michael sur la base de Cognac. Si Michael réussit la mission aujourd'hui, eh bien, il aura fini toutes ses missions d'entraînement et il sera qualifié opérationnel. Ce qui signifie concrètement qu'il pourra partir en opération. Vous avez un avion qui est déjà en l'air et vous le récupérez à 14h Z. Vous avez un créneau jusqu'à 15h30 Z. La menace solaire, il n'y en a pas. La menace RR, il n'y en a pas. La menace sol-sol, type Sahel. Dans cet exercice grandeur nature, Michael doit piloter le Reaper au-dessus d'un camp militaire à 80 km de Cognac. Son chef y a simulé la présence d'individus armés. Michael devra maintenir le drone à 10 000 mètres au-dessus du sol pour être le plus discret possible. On aura une meilleure visibilité du camp si on est positionné au sud-ouest, initialement. Et après, pour avoir d'autres points de vue, on pourra tourner autour. Michael est le seul à être examiné. Entouré du reste de son équipage, bien plus expérimenté, il doit montrer qu'il sait garder son sang-froid et être réactif pour adapter son vol au mouvement au sol et à la météo. Évidemment, je suis né avec les écrans. Je suis souvent sur mon téléphone, c'est pas forcément les jeux vidéo. Comme tous ceux de ma génération, on sait s'adapter à tout ce qui est l'univers numérique. Ok, je te rappelle un impératif de discrétion. Oui. On va rester sur la zone, là il y a l'air d'avoir de l'activité. L'opération est menée à 4, aux côtés de Michael, le responsable caméra. Et dans un bâtiment annexe, une officier de renseignement et un coordinateur tactique analysent les images. Vu le tasking et l'activité qu'on observe, c'est probablement l'activité assimilable à des groupes terroristes. Et sur l'image char, là, t'avais pas mal de véhicules aussi, normalement, Michael. Je pense qu'on en a au moins une dizaine. Bon, de toute façon, la position est bien pour observer, Michael, on peut rester dans ce secteur-là, c'est pas gênant. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en as pensé? De mon point de vue, il est mûr, c'est solide, c'est quelqu'un de sérieux. Je vois aucun problème, et effectivement, il y a encore un peu d'expérience à prendre, mais ça va venir avec le temps, et c'est tout à fait normal à ce stade. Il a respecté la bulle de discrétion. Ouais. Il a très bien joué avec la météo, qui n'était pas facile aujourd'hui. Pas facile. Et il a utilisé son radar. Il était réactif, il a suivi tout ce qui se passait dans l'équipage. Pour moi, c'est très bien passé. Excellent. Pour ses instructeurs, Michael est opérationnel. Mais est-il pour autant prêt à aller au bout de sa mission de soldat?
On a une énorme responsabilité, ça c'est sûr, étant donné qu'on peut ôter la vie à quelqu'un. La responsabilité reste au pilote, mais c'est une décision d'équipage, donc la pression peut être un peu moindre. Ça reste quand même une décision d'équipage, grosso modo. Donc, Même en fin de formation, la question suscite encore le malaise. Retour à Niamey. Mathis vient de terminer sa mission. 6 heures à scruter le désert à la recherche de terroristes qui, ce jour-là, ne se sont pas montrés. Sur la base, impossible de couper avec le travail. Mathis déjeune avec JP, son opérateur caméra. Issu d'un escadron de chasse, l'homme est un habitué des opérations extérieures. Il s'est récemment reconverti au drone. Il manque quand même les sensations de pouvoir être dans un avion de chasse, mettre un pantalon anti-G, un casque, le masque à oxygène, faire des manœuvres de combat sous facteur de charge. Donc ça bien évidemment sur Reaper, ce n'est pas possible. Par contre, l'aspect positif de ça, c'est que pour la sérénité des familles, elles savent qu'on reste dans une emprise bien gardée, sur une base aérienne, certes en OPEX à l'étranger, mais protégée, et qu'en cas de problème, on sera quand même en sécurité. Mathis est à Niamey depuis près de 3 mois. Sa mission touche à sa fin. Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors, t'as passé une bonne nuit? Courte. J'écoute surtout ce qu'ils disent, parce qu'ils font plus d'activités que moi. Donc ça permet aussi un peu de se détacher d'ici, de revenir un petit peu en France, voilà, voir ce que fait la famille, prendre des nouvelles. Entre les vols, l'attente s'étire, la fatigue s'installe et avec elle, un léger mal du pays. Ici, les journées peuvent être parfois un peu longues. Le temps il passe un peu bizarrement, donc des fois on a l'impression qu'on les a pas appelés depuis longtemps alors que ça fait que quelques jours, et inversement on se dit qu'on les a appelés récemment alors que ça fait un petit moment. Le pilote n'a pas le droit de sortir de la base. Au quotidien, son ennemi, c'est finalement l'ennui. Mathis essaie de courir tous les jours, mais quand son agenda ou la chaleur l'en empêche, il s'évade d'une autre manière. Vous allez venir relâcher chaque petit muscle du visage, chaque petite expression un petit peu tendue. Voilà, on reste des êtres humains, après 5 ou 6 heures de vol, on fatigue, la tension diminue et pourtant on doit continuer à veiller à la sécurité en général. Nicolas est professeur de sport. Pourtant, ces exercices visent l'esprit plus que le corps du pilote. Mon objectif, ça va être de travailler en amont avec lui sur une préparation mentale, faire comme s'il l'avait déjà vécu en fait. Donc voilà, on peut jouer sur préparer la mission de façon à ce qu'il ait des réflexes plus importants, tout simplement. Mais il est difficile d'envisager tous les scénarios qui peuvent se présenter sur le terrain. Pendant ma première mission, l'été dernier, on a été amené à délivrer de l'armement sur une situation très claire. Un village qui malheureusement venait de se faire attaquer par des groupes armés terroristes. Et donc, à la demande du partenaire nigérien, on a réagi pour éviter que ce genre de choses se reproduisent dans cette région. Au moment de faire feu, même à distance, le poids de la responsabilité se fait sentir. Le jour où j'ai tiré, mécaniquement et dans les checklists, dans les règles d'engagement, tout a été fait, tout a été coché comme on l'a appris et on l'a fait des centaines de fois. Mentalement, j'avais la main qui tremblait sur le manche. Et pourtant, je l'avais fait en entraînement des dizaines et des dizaines de fois. Mathis n'en dira pas plus. L'armée française communique sur ses succès comme l'élimination du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en juin 2020. Elle tait en revanche le nombre total des victimes de ces drones, belligérants ou civils. Passer de la théorie à la pratique, c'est ce qui attend Michael.
Dans quelques heures, il sera officiellement le 6e pilote de drone à avoir réussi cette nouvelle formation. Alors ça, du coup, c'est ma veste de cérémonie. Ici, on a l'emblème de l'escadron. Et ici, on a la fourragère, avec la croix de guerre 14-18 et croix de guerre 39-45. C'est des décorations qui appartiennent à mon escadron. Marin, sortez les rangs. Ça fait 3 ans que j'y pense. C'est une consécration. On devient officiellement officier et aussi on reçoit notre brevet de pilote. À Cognac, devant un parterre de généraux et de pilotes de chasse, Michael s'apprête à incarner le nouveau visage de la guerre, celui d'un pilote qui ne risque plus sa vie et ne voit les conflits qu'à travers des écrans. Officier, debout. Qu'importe, sa famille est fière. Pour rien au monde, sa sœur n'aurait manqué l'occasion de venir le féliciter. Moi, j'aime pas dire que c'était un rêve, parce qu'au contraire, il est très terre à terre. Depuis toujours, il avait décidé qu'il ferait partie de l'armée, il a réussi. Michael s'envolera très bientôt pour Niamey, combler des effectifs encore insuffisants. L'armée française dispose pour le moment de 12 Reapers et voudrait doubler sa flotte d'ici 2030.